Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Le nom de Jacques Cartier nous est familier. Nous savons qu'il fut l'un des premiers explorateurs européens à explorer les rives de l'actuel Québec et que c'est lui qui baptisa Canada, cette terre nouvelle. Pourtant, sa vie reste en partie un mystère. On ne possède aucun portrait original de ce vaillant capitaine, ni même aucun récit sur sa naissance, sa jeunesse et sa vie. En revanche, les 3 voyages qu'il fit au Québec sur ordre du roi François Ier ont été racontés en détail par les chroniqueurs de son temps. Au départ, le navigateur est chargé par le roi de France de chercher un passage vers les Indes par le nord de l'Amérique, le fameux passage du Nord-Ouest. C'est cette aventure extraordinaire, entreprise au tout début du XVIe siècle, que je vous propose de vous raconter dans cet épisode en 2 parties. Première partie, Terra Incognita. Nous sommes le 10 mai 1534. Depuis la vigie, ce poste d'observation placé dans le haut du mât, une voix forte s'écrie « Terre ! Terre !» Jacques Cartier, qui est alors en train de remplir son journal de bord, quitte aussitôt ses quartiers, situés à la poupe du navire, pour se rendre sur le pont. Le froid est mordant. On est parti de France le 20 avril 1534, au seuil de l'été, et voilà qu'arrivé ici, tout juste 20 jours plus tard, l'on se sent à présent comme en hiver. En tout cas, l'homme de vigie a vu juste. Malgré l'épais brouillard, on devine, au loin, un mince ruban de terre grise. Autour du vaisseau, de larges plaques de glace flottent mollement dans un silence mortel. Mais en ce jour tant attendu par les 61 passagers des 2 bateaux, le Triton et le Goéland, l'heure n'est point à la crainte, mais à l'émerveillement, car tout ici est nouveau. D'abord, attendre que la glace fonde pour pouvoir progresser vers le cap le plus proche. On mouille auprès d'une île que Jacques Cartier baptise île Sainte-Catherine. On s'y repose 10 jours durant pour reprendre des forces après la traversée et faire le point. Puis on hisse à nouveau les voiles. Après quelques heures de mer, apparaît une île couverte d'oiseaux. On distingue aussi de curieux animaux, noirs et blancs, qui ressemblent à des oiseaux mais ne volent pas et marchent en se dandinant. Bientôt l'équipage remarque aussi, nageant vers les navires, une créature de taille imposante, aussi grosse que vache et aussi blanche que cygne. On met le cap sur la bête inconnue, qui nage si vite qu'elle rivalise avec les bateaux, et l'on finit par la capturer. Elle a tout d'un ours, mais un ours à la fourrure blanche. Dépecée, sa chair est distribuée à l'équipage, qui la trouve succulente, de même que celle de ces drôles d'oiseaux, en fait des pingouins. Certaines îles croisées en route sont déjà connues et ont été baptisées. Et pour cause, ce n'est pas la première fois que des Français naviguent ici. Presque tous les promontoires notables portent déjà des noms. Cette première expédition de Cartier va d'ailleurs croiser un bateau venu de Saint-Malo qui ne retrouve plus son chemin. Le 10 juin, on fait halte au lieu nommé Havre de Brest pour s'approvisionner en eau et en bois. Et le lendemain, on célèbre la messe. Puis on reprend à nouveau la mer. Le détroit de Belle-Île est franchi. Les bateaux naviguent alors, mais ils l'ignorent encore, sur l'embouchure du Saint-Laurent. Cartier passe des heures sur le pont, à inspecter de loin les îlots parsemés dans la rade. Ici, les poissons pullulent, et les brumes flottant sur les flots donnent au paysage un aspect paradisiaque. À terre, les choses paraissent bien différentes.
Dans l'oculaire de sa longue vue, Cartier découvre une terre, semble-t-il, aride, désolée, inhospitalière. Il écrit, un peu dépité, « Je pense que cette terre est celle que Dieu donna à Caïn. » Même si sur certains rivages, on aperçoit des habitants en train de pêcher, de belles statures et corpulences, mais sauvages et indomptés, c'est dans l'ensemble une déconvenue. Rien sur cette terre nouvelle ne semble bien intéressant. Au sein de l'équipage, la lassitude se fait clairement sentir. Mais Jacques Cartier est un opiniâtre. Il veut aller jusqu'au bout de sa mission. Après tout, il est là pour découvrir un passage vers les Indes, non pour s'enrichir. Dans toute la conduite de Cartier, rien ne saurait donner une plus juste idée de son courage héroïque que la décision qu'il prend en cette circonstance. Pendant 5 longues semaines, il a exploré la côte sans y trouver le moindre sujet d'espérer que, tôt ou tard, le succès couronnerait son entreprise. Et cependant, affrontant la tempête et les brouillards, il lance ses fragiles navires sur une mer inconnue. Pendant 1 semaine, les équipages sont à la merci des vents et des flots, enveloppés d'une brume épaisse qui ne leur permet même pas de prendre d'observations exactes, ni de déterminer où ils se trouvent. Début juillet, Jacques Cartier aborde enfin sur une terre hospitalière. Il la nomme baie des Chaleurs. À la clémence étonnante du climat s'ajoute l'apparente fécondité du sol, et l'endroit est habité. Cette tribu dont Cartier et ses compagnons comprennent qu'elle se reconnaît sous le nom de Micmac donne le ton des rencontres à venir avec les populations indigènes. Le contact est amical, chaleureux, voire enthousiaste. Les Micmacs leur offrent des fourrures. Après avoir repris la mer, on mouille le 14 juillet dans la baie de Gaspé, plus au sud. Des canoës surgissent. Nouvelle rencontre avec les indigènes, cette fois-ci de la nation iroquoise. Là encore, l'échange est on ne peut plus pacifique. Cartier fait distribuer aux jeunes filles de la tribu des clochettes d'étain. On se jette à son cou, on l'embrasse, on le couvre de caresses. Le chef de la tribu, nommé Donnacona, semble pourtant regarder ces nouveaux venus d'un œil sourcilleux. Donnacona, le chef de la tribu iroquoise, vêtu d'une vieille peau d'ours, arrive sur le bateau. On prend ses marques, on fait connaissance, on tente de dialoguer. Bientôt, le chef indien accepte de confier ses 2 fils à ce voyageur qui lui a fait comprendre tant bien que mal qu'il voulait ramener des Indiens dans son pays. Le capitaine, la main sur le cœur, fait le serment qu'il les ramènera chez eux avant 2 ans. Ces 2 jeunes Iroquois seront les premiers Indiens d'Amérique du Nord jamais vus en Europe. Le 24 juillet, Cartier a fait dresser une croix de 9 mètres de haut, agrémentée de fleurs de lys, et sur laquelle il est écrit « Vive le roi de France ». Lors de ce premier voyage, Cartier a manqué la découverte du Saint-Laurent. Il s'est contenté de son embouchure. Il a quand même découvert le Canada. Mais, là encore, il commet un impair en le baptisant improprement. En effet, quand il a demandé aux Iroquois le nom de leur pays, ceux-ci ont cru qu'il leur demandait le nom de leur village. Or, village en iroquois se dit Kanata. À la mi-août 1534, il est temps de songer au retour. Cartier a fait le tour du golfe du Saint-Laurent qui s'appelle alors baie du Pillage. Le 15, on reprend la mer. Après une traversée paisible de 21 jours, le 5 septembre, on accoste à Saint-Malo, d'où les navires étaient partis 4 mois et demi auparavant. Qui est Jacques Cartier, l'homme auquel le roi de France François Ier a fait suffisamment confiance pour lui confier la tête de cette expédition? Il est né à Saint-Malo, probablement en 1491. Il est le fils d'un morutier, comprenez, d'un pêcheur de morues. Il a passé toute son enfance au milieu des marins malouins. Depuis son plus jeune âge, il connaît toutes les manœuvres, les vents, les cartes marines.
Il sait utiliser le compas, c'est-à-dire la boussole marine. Auprès des marins malouins, il a glané d'importantes informations sur les passes, les chenaux, les récifs, des données on ne peut plus précieuses pour mener à bien une expédition. Avant même d'avoir rencontré le roi de France, Cartier était déjà persuadé que si l'on montait suffisamment au nord-ouest par l'Atlantique, on trouverait un passage vers l'Asie. Et il veut mener cette grande expédition. Or, en 1532, à l'occasion du rattachement de la Bretagne à la France, François Ier est en visite au Mont-Saint-Michel. Jean le Veneur, abbé du Mont-Saint-Michel et évêque de Saint-Malo, qui connaît bien Cartier, le présente au roi le 8 mai 1532. Cartier expose son projet. François Ier est séduit par son enthousiasme et son bagout, et sans doute aussi par sa réputation. Jacques Cartier lui a probablement été présenté comme un marin aguerri. Il a déjà plus de 40 ans. La chose est vite vue. On est en pleine crise monétaire en Europe. Il faut trouver de l'or et de l'argent. Et pourquoi pas aussi découvrir de nouvelles terres et peut-être même évangéliser de nouvelles populations. Jacques Cartier est en tout cas considéré comme un marin assez expérimenté et assez doué pour que le roi lui confie sans hésitation le commandement de 2 navires chargés de traverser l'Atlantique afin de trouver le fameux passage du nord-ouest vers les Indes. Cartier est un homme humble, un homme austère, d'une profonde piété, au courage et à l'énergie indomptables. Jamais au cours de ses voyages il ne commettra aucune action violente ou cruelle qui aurait offensé les règles élémentaires de l'humanité. Certes, lors de son premier voyage, il a emmené avec lui les 2 fils du chef iroquois Donnacona, ainsi que je l'ai déjà raconté. Mais il le fait, précisent les chroniqueurs de l'époque, avec l'assentiment de leur père. Capitaine aussi courageux que généreux, Jacques Cartier est aussi un mari aimant. Il n'aura aucun enfant de son épouse Catherine de Grange, mais il lui voue une fidélité sans faille et donne d'ailleurs son nom à la première île qu'il aborde au Canada, je l'ai déjà citée, l'île Sainte-Catherine. De retour en France au terme de sa première expédition, Cartier fait au roi un récit détaillé de son voyage. Le roi est satisfait. Il a toujours été fasciné par les expéditions marines. Sans hésiter, il ordonne à Cartier d'entreprendre un second voyage. Cette fois, il lui confie 3 vaisseaux, la Grande Hermine, la Petite Hermine et l'Émerillon. Le crédit qu'il accorde à Cartier permet de se procurer des vivres pour 15 mois de voyage. Le 16 mai 1535, les préparatifs sont achevés. C'est la Pentecôte. Les hommes d'équipage assistent à la messe, se confessent, reçoivent la communion, puis la bénédiction de l'évêque, Monseigneur François Boyer. 3 jours plus tard, mercredi 19 mai, les 3 navires lèvent l'ancre. Outre son équipage, Cartier est accompagné cette fois d'un certain nombre de notables qui veulent être de la partie et identifier les différentes ressources de la terre lointaine qu'ils s'apprêtent à fouler. Mais Cartier est aussi accompagné de quelques prostituées. Donnacona lui a demandé des femmes. Les premiers jours de voyage sont sans histoire. Mais une violente tempête se lève qui sépare les 3 navires. Le navire principal, la Grande Hermine, est plus rapide que les autres. Il aborde en Terre-Neuve le 7 juillet 1535. La Petite Hermine et l'Émerillon ne le rejoignent que 3 semaines plus tard. Le 10 juillet, le vaisseau amiral pénètre dans la baie dite du Pillage. Sur le conseil des fils de Donnacona, cette fois Cartier ne laisse pas passer le fleuve. Comme on est le jour de la Saint-Laurent, la baie est tout naturellement baptisée de ce nom, baie du Saint-Laurent. C'est après quelques jours de navigation que Cartier se rend compte qu'il ne navigue pas sur une mer mais sur un fleuve, car désormais, l'eau est douce. Le fleuve prendra également le nom de Saint-Laurent.
Hélas, force est de constater que le passage du nord-ouest, qui reste le principal but de l'expédition, est introuvable. On n'en continue pas moins le voyage, nouvelles découvertes, nouvelles rencontres. Pour la première fois, les marins voient apparaître d'énormes et bien curieux poissons, les marsouins, puis des belugas, qui sont donc en réalité des cétacés. Ces animaux enchantent l'équipage. Mais il faut bien se nourrir. Aussi Cartier note-t-il dans son journal de bord. Les gens du pays les nomment adotuis et nous ont dit qu'ils sont fort bons à manger. Ce second voyage comporte une dimension évangélisatrice. Il importe de convertir les populations indigènes au catholicisme. Or, ces tribus ont un dieu qu'elles adorent entre tous, un dieu nommé Cudragny. On rassemble la tribu. Et Cartier, accompagné des 2 fils de Donnacona, revenus avec lui de France, et qui désormais parlent parfaitement le français, entreprend de professer l'Évangile. Cudragny est un imposteur. Le seul vrai Dieu est celui de la doctrine catholique. Ce Dieu a commandé aux hommes de croire en lui et d'être baptisés. Les chroniqueurs, mais peut-être font-ils là œuvre de propagande, affirment que le succès est immédiat. Les sauvages supplièrent instamment notre capitaine de les faire baptiser, et ils sont venus tout le peuple de la ville, espérant être baptisés. Malheureusement, l'équipage ne compte aucun prêtre, ce qui rend tout baptême impossible. Les expéditions espagnoles, elles, comportaient systématiquement un prêtre, un moine et parfois même un évêque. Après avoir repris la mer, Cartier retrouve quelques jours plus tard la tribu de Donnacona. Interrogé par Cartier sur la route à suivre pour aller vers le nord, Donnacona ne semble plus vraiment disposé à se montrer conciliant. Les nouveaux venus lui ont déjà donné des preuves de leur générosité par de nombreux présents. Pas question de favoriser leur rencontre avec d'autres tribus et de créer ainsi une funeste concurrence. Quelle sera l'issue de ce deuxième voyage ? Jacques Cartier finira-t-il par trouver le fameux passage vers les Indes ? Et à défaut, les richesses espérées, or, argent, joyaux ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans la seconde partie de cet épisode. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Nous avons laissé Jacques Cartier lors de ses retrouvailles avec le chef Donnacona. Aidé de ses interprètes, les 2 jeunes Indiens qu'il avait emmenés en France lors de sa première expédition, le capitaine Malouin demande au chef iroquois des indications pour pouvoir gagner le nord. Peine perdue. Donnacona sait trop le profit qu'il peut tirer des nouveaux arrivants pour accepter de les mettre en contact avec d'autres tribus. Seconde partie, promesse déçue. Le site que Cartier voudrait gagner, nommé Hochelaga, semble plein de promesses. Mais les interprètes, voyant la détermination du capitaine, s'emportent. Aller vers le nord, c'est se condamner à une catastrophe certaine. La mer est très mauvaise là-bas, et puis la terre de Hochelaga est stérile, elle n'apportera aucun bénéfice à personne. Quant au climat, il est si rude qu'aucun Français ne pourra subsister une journée. Donnacona semble embarrassé. Pour détendre l'atmosphère, il demande une faveur à Cartier, faire tonner ces étranges tubes de métal que les voyageurs appellent des bombardes. Le capitaine accepte avec joie, d'autant qu'il espère, en semant la panique, avoir raison d'éventuelles manifestations d'inimitié venant de la tribu. Les canons tonnèrent, portant la terreur chez les pauvres sauvages qui, croyant que le ciel leur tombait sur la tête, se mirent à hurler de toute leur force. Ainsi, le pauvre Donnacona, épouvanté par ces mugissements du canon, avait bien raison d'être terrifié par le bruit de cette artillerie, qui proclamait de manière à ne pas s'y méprendre que son règne sur cette terre de ses ancêtres allait bientôt finir. Pourtant, Donnacona n'en démord pas. Il est toujours profondément hostile à l'idée de voir Cartier et ses bateaux partir pour Hochelaga. En désespoir de cause, il organise une mise en scène censée épouvanter les Français en leur donnant la certitude que les dieux sont opposés à leurs projets.
Le 18 septembre 1535 au matin, alors que tout le monde dort, les hommes de la tribu déguisent 3 des leurs en diables, en somme. On les revêt de peau de chien, on les coiffe de cornes gigantesques. Il s'agit de prouver à leurs visiteurs que le dieu Cudragny, irrité d'avoir été détrôné par les chrétiens, s'est mis en tête d'emporter les Français dans les profondeurs de l'enfer. On embarque les 3 créatures sur des canots, puis étant parvenues près du vaisseau des Français, elles se dressent soudain et profèrent des paroles incompréhensibles dont le caractère belliqueux est cependant évident. Hélas, l'épouvante n'est pas au rendez-vous. Les hommes d'équipage qui se sont rassemblés sur le pont pour assister à cette étrange scène de carnaval rient à en perdre le souffle. Donnacona, debout sur le rivage, est sidéré. Un matelot s'exclame. « Ton Cudragny est un imbécile, doublé d'un idiot !» Parole immédiatement traduite qui achève de semer la désillusion parmi les guerriers iroquois. De fait, Cartier reprend la mer le 19 septembre, non sans avoir dû laisser cette fois à Donnacona ses 2 fils, dont Donnacona n'a pas accepté qu'ils partent à nouveau. Avec eux, malheureusement, Cartier perd 2 précieux interprètes. Depuis la Grande Hermine, les hommes d'équipage découvrent des rivages prometteurs. Les terres ici sont enchanteresses. Variété d'arbres à l'infini, fleurs, fruits. Sur de longues étendues, la vigne pousse à profusion. On se régale de noisettes et de raisins. C'est donc ça le rivage inhospitalier annoncé par Donnacona ? Au fil des jours, on rencontre de nouvelles tribus. Un chef, soucieux de marquer ses intentions pacifiques, fait cadeau à Cartier d'une fillette de 8 ans et d'un garçon de 4 ans. Cartier refuse le petit beaucoup trop jeune, mais il garde la fille près de lui en vue d'en faire une interprète. De nouveaux animaux apparaissent. On découvre des rats sauvages qui vivent dans l'eau. De fait, ragondins et castors y pullulent. Le 2 octobre, on est enfin parvenu à la fameuse terre d'Hochelaga. Les Français sont accueillis par 1 millier d'Indiens qui montrent force marques d'amitié. L'enthousiasme et la générosité sont au rendez-vous. On apporte à l'équipage des visiteurs des poissons, du pain fait de maïs que les Européens connaissent et appellent blé d'Inde. On entreprend de débarquer. Sitôt à terre, les femmes de la tribu se jettent sur les matelots, leur prodiguant caresses, toutes sortes de marques d'affection. Puis on conduit l'équipage dans le village voisin. La bourgade est de forme circulaire, entourée d'une triple rangée de palissades. Celle du milieu est construite avec de grosses pièces de bois plantées droites. Les 2 palissades, à l'extérieur et à l'intérieur, inclinées l'une vers l'autre, se rencontrent à leur sommet, donnant à cette structure l'apparence d'une pyramide. Cartier et ses hommes sont présentés au chef. C'est un homme d'une 50aine d'années. Vêtu comme les autres hommes de la tribu, il est en outre coiffé d'une sorte de lisière rouge faite de poils de porc-épic. Aussitôt le chef montre à Cartier des plaies qui couvrent ses membres, et par des signes, il le supplie de les lui toucher. Sans hésitation, le capitaine consent à lui toucher, à lui frotter bras et jambes. Le chef, bouleversé, se défait de sa couronne et enceint le front de Jacques Cartier. Le capitaine Malouin se trouve ainsi paré des attributs d'un chef iroquois. À la suite du chef, toute la tribu vient recevoir de Cartier les frictions magiques dont on ne doute pas un seul instant qu'elles guériront tous les maux. Les manifestations d'hospitalité se multiplient. On se fait de grands serments d'amitié. Jacques Cartier, comme à son habitude, décide de raconter l'Évangile à ses hôtes. Lecture de la Bible, énonciation des principaux dogmes, les Indiens, assis en tailleur autour du capitaine, écoutent religieusement. À la fin de la lecture, Cartier fait distribuer des cadeaux à chacun,
puis fait sonner les trompettes qui achèvent d'opérer le charme. Alors que Jacques Cartier décide de quitter ce rivage pourtant si amical, le chef l'enjoint d'aller plus loin dans les terres. Mais pourquoi donc? Parce que, lui dit-il, c'est une terre extraordinairement fertile. Cartier, malgré son désir de partir, accepte de gagner cette nouvelle terre promise. Nous découvrîmes une grande montagne bien labourée et fort fertile. Nous nommâmes cette montagne le Mont-Royal. Ainsi naît, en cet automne 1535, la ville de Montréal. Arrivé au sommet de la montagne, Cartier embrasse du regard le fleuve Saint-Laurent et distingue aisément les rapides dits de la Chine. Les guides sauvages lui disent qu'il y a 3 sauts semblables en amont de la rivière et qu'une fois franchi, on peut naviguer 3 mois sans rencontrer un obstacle. Il lui montre aussi la rivière Ottawa. Alors qu'il est résolu à quitter l'endroit, le guide iroquois qui accompagne Cartier, sans qu'il n'ait rien demandé, de la chaîne du sifflet, qui est au cou du capitaine, et du poignard à manche de laiton, qui est à son côté. Avec ce même poignard, il indique la direction du fleuve. Que veut-il dire? Que l'or et l'argent se trouveraient dans cette direction? Cela attendra car l'heure est au retour. On reprend la navigation et quelques jours plus tard, Cartier et ses hommes retrouvent une fois encore la tribu de Donnacona. Le chef les accueille avec chaleur. On prend le temps de s'installer pour faire le point des connaissances acquises. Donnacona fait découvrir aux matelots français l'usage d'une plante inconnue, le tabac. Ils ont une herbe qu'ils font sécher au soleil et la portent à leur col en une petite peau de bête au lieu de sac. Puis à toute heure font poudre de ladite herbe et, le mettant à l'un des bouts du dit cornet, mettent un charbon de feu dessus et soufflent par l'autre bout tant qu'ils emplissent leur corps de fumée, tellement que leur sort par la bouche et les nasilles comme par tuyaux de cheminée. Autre réalité plus cruelle de ce nouveau monde, Cartier découvre aussi ses premiers scalps. Tandis qu'on explorait le Saint-Laurent, laissant à quelques hommes sur place le soin de construire un fortin, on n'a pas vu venir l'hiver. La vie était si douce. Mais dès les premiers jours de décembre, les glaces se referment sur les navires. Plus question de revenir en France avant le dégel. C'est le premier hivernage connu des Français au Canada. Avec le froid, survient la maladie. Une épidémie de scorbut se déclare, dévastant l'équipage. En désespoir de cause, Cartier organise une veillée de prière. On accroche une représentation de la Vierge Marie sur un arbre. Les hommes valides et les mourants se traînent à la procession. C'est alors que survient ce que l'on va considérer à l'époque comme un vrai miracle, un miracle qui n'est dû qu'à la perspicacité de Cartier. Il a remarqué que les Indiens, quoique touchés par le mal, en ont guéri. L'un d'entre eux explique qu'ils ont en effet un remède. On présente au capitaine une infusion faite de feuilles d'une sorte de sapin baumier que les Indiens appellent améda. Le suc de ces feuilles semble avoir raison du scorbut. De fait, c'est bien un miracle. 6 jours plus tard, tous sont guéris. L'hiver passe. Le dégel tant attendu survient. Mais la petite Hermine, vidée de son équipage décimé par le scorbut, n'a plus personne pour la gouverner. On décide de l'abandonner là. Ensevelie dans la vase pendant 3 siècles, elle sera retrouvée en 1843. Le samedi 6 mai 1536, les 2 navires restants lèvent l'ancre. Cartier, suivant une décision qui entache sa réputation d'homme juste, fait enlever plusieurs Indiens dans le but de les ramener en France. Parmi eux, Donnacona. Le vieux chef obtient pourtant la promesse du capitaine de revenir sur sa terre avant 12 lunes. Et comme il faut accompagner sa promesse de présent, on offre au chef
2 poêles à frire, qui paraissent le consoler de son chagrin. De retour à Saint-Malo en juillet 1536, Cartier croit avoir exploré une partie de la côte orientale de l'Asie et obtient d'organiser une 3e expédition, dont pour des raisons financières, il n'aura pas le commandement. Au cours de cette ultime expédition, qui va se dérouler de 1541 à 1542, les Indiens ont désormais compris quelles sont les richesses que leurs visiteurs recherchent à tout prix. Ils leur rapportent des diamants et de l'argent et leur montrent où en trouver à foison. Ça y est, voici la fortune promise, on a trouvé le filon. Les Espagnols n'ont qu'à bien se tenir. Cette fois, c'est un triomphe, on va rapporter en France ces monceaux de pierres précieuses promises au roi. Hélas, ces trésors ne résistent pas longtemps à l'examen. Les pépites d'argent sont en fait des cristaux de pyrite et les diamants des cristaux de quartz. Le tout n'a aucune valeur. Cette mésaventure est à l'origine de l'expression « faux comme des diamants du Canada » et du toponyme actuel de Cap-Diamant pour désigner l'extrémité est du promontoire de Québec. Après l'expédition décevante de 1542 dans ce Canada dont la seule vraie richesse semble être les fourrures, Jacques Cartier va mener une vie retirée du monde. Il était déjà connu pour son caractère peu démonstratif. Il ne semble pas avoir accordé une importance particulière à son destin et à son entrée dans la postérité. Pourtant, si l'on accepte ce jour où il décida de ramener des Indiens de force jusqu'en France, son attitude paraît plus haute en noblesse que celle d'un Cortés ou d'un Pissarro qui ont rivalisé de ruse et de cynisme en de nombreux moments de leur vie de conquérants. De fait, les Iroquois garderont plutôt un souvenir éclairé de ces hommes venus d'ailleurs, qui, sans aucune volonté de leur voler leurs terres, ne cherchaient qu'à trouver un passage dans les glaces, un passage qui en fait n'existait pas, pour trouver un autre monde qui restait encore à découvrir. C'est la fin de ce double épisode consacré à la découverte du Canada par Jacques Cartier, le marin malouin. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est de Xavier Joly. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.